Bon, bienvenue, chers journalistes, chers présidents, chers administrateurs, monsieur Jean Viard. Merci à tous de votre présence pour cette conférence de presse. Alors, conférence de presse un peu différente des autres conférences de presse, puisqu'elle va retracer les 60 ans de succès des piscines familiales en France. Donc quelque chose de beau, de joli. 60 ans, ça fait plaisir parce que je me trouve très jeune du coup. Et on va avoir des intervenants exceptionnels, dont M. Jean Viard, sociologue, économiste et éditeur, directeur de recherche associé au CNRS. On va avoir aussi 3 de nos anciens présidents. Alors, un encore en activité et 2 autres qui ne sont plus en activité, mais qui ont vraiment connu le secteur de la piscine à ses débuts, à ses prémices. Donc je remercie Jean Lermite, Philippe Bach et Gilles Mouchirou d'être présents aujourd'hui, qui ont fait le déplacement pour nous expliquer comment était le secteur il y a 60 ans. Je serai aussi accompagné de Frédéric Marmande, administrateur, qui nous parlera des attentes des Français en matière de piscine, et de Gilles Mouchirou, qui va nous parler, bien sûr, des chiffres du marché. Je sais que vous les attendez, c'est très important, le dernier baromètre, donc on va pouvoir vous le commenter. Bien sûr, Joël Pulenx, notre délégué général que vous connaissez bien. Et il y aura une intervention aussi d'Alexandra Moncorgé, directrice du salon Piscine Globale Europe. Donc, on a le premier marché de la piscine familiale en Europe, c'est la France, mais on a aussi le plus beau salon mondial qui se tient en France tous les 2 ans. Donc Alexandra va nous parler de la prochaine édition de 2026. Alors, pourquoi cette édition est exceptionnelle de notre conférence de presse? Parce que représenter 60 ans d'un secteur économique, sa structuration, ses étapes, c'est très intéressant à retracer et vous montrer, vous expliquer toute la professionnalisation qu'il y a eu dans notre secteur, ces étapes, ces nouveaux produits et l'ensemble des innovations qu'il y a eu. Et là, quand on fait la rétrospective, on se dit « Waouh, le secteur a vraiment innové ». La piscine, et depuis de nombreuses années, est entrée dans le quotidien des Français, avec un habitat au quotidien des hébergements touristiques très favorables aux piscines. La piscine est un havre de paix et de partage. C'est un lieu où on peut profiter en famille. La France, on le dit à chaque fois, demeure toujours le premier marché européen. Ça ne se dément pas. Malgré tout, on en parlera des chiffres. Les autres pays européens sont très loin chaque année du nombre de piscines que nous construisons. Et le salon de la piscine en est aussi l'illustration puisque c'est la référence mondiale où tout le monde souhaite venir. Alors, vous savez, je reconnais beaucoup de journalistes qui sont aux différentes conférences de presse. On répond toujours à la fin à vos questions, que ce soit en direct ou pour les personnes qui sont en distanciel. Vous pourrez nous poser l'ensemble des questions après la conférence de presse. Je vais maintenant passer la parole au premier intervenant qui est Gilles Mouchirou, vice-président de la Fédération, pour vous présenter les dernières données économiques de notre marché. À toi, Gilles. Merci, Président. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme nous le disait notre Président, donc, c'est en 1965 que le phénomène a débuté, avec à l'époque 1500 bassins qui étaient en parc, pour aujourd'hui arriver à 3 600 000 bassins. Alors, qu'est-ce que nous disent sur le prochain slide ces chiffres? Eh bien, déjà que c'est un phénomène de société bien ancré. De 1999 à 2024, on a 5 fois plus de piscines familiales en 25 ans. Donc 5 fois plus de piscines familiales pour arriver aujourd'hui à 3 600 000 piscines, grâce au travail qu'ont fait tous les professionnels de la piscine, la démocratisation, l'industrialisation, l'innovation, pour arriver aujourd'hui à répondre aux demandes de toutes les familles françaises qui souhaitent s'équiper d'une piscine. En 1965, donc, nous avions 1500 piscines. En 99, 685 000 piscines, presque 700 000 piscines. Et aujourd'hui, donc, 3 600 000 piscines, ce qui fait qu'en 99, nous avions une piscine pour 80 habitants et qu'aujourd'hui, nous avons une piscine pour 20 habitants. Comme on peut le voir sur le slide suivant, en France, nous sommes le premier parc de piscines enterrées et le 3e mondial. Le premier parc de piscines enterrées que la Fédération des professionnels de la piscine mesure depuis 2007 maintenant, avec un baromètre donc conjoncturel précis qui nous permet de voir les évolutions. Et les chiffres de nos pays voisins
ou mondiaux nous sont amenés par WAPSA, qui est l'organisme mondial qui, justement, se réunit pour travailler sur les sujets de la piscine. La France, donc, avec 1,73 million piscines enterrées, donc numéro 1 de piscine en Europe. L'Espagne arrive en deuxième position avec 1,3 million piscines. L'Allemagne, 770 000 piscines. Et l'Italie, 700 000 piscines. Ce qui fait dire que quand même en 2024, sur les plus de 3 600 000 piscines familiales, nous avions une progression de 48 000 piscines enterrées et 45 000 piscines hors sol, pour donner donc 1 73 000 piscines enterrées et 1 670 000 piscines hors sol. Donc, comme vous l'avez compris, c'est un phénomène de société ancré pour toutes les catégories de familles françaises, pour tout le monde en France. Et on le voit sur ce slide, avec des piscines pour tous les Français, hors sol et enterrées, avec des professions donc, qui sont réparties selon le pourcentage suivant, 44% d'employés, ouvriers, agriculteurs, 28% de cadres et entrepreneurs, et 28% de retraités. Donc nous l'avons compris, toutes les familles françaises peuvent être intéressées par le produit de la piscine. Et on va voir après des statistiques selon une étude. Bien évidemment, sur le slide suivant, nous allons voir également la construction de piscines en 2024, avec un rythme qui retrouve une progression pré-Covid. Je m'explique, c'est un caractère cyclique du marché, avec bien évidemment des trous d'air et des sommets. Donc la conjoncture économique est fortement météo-sensible, et l'on s'aperçoit que de 2016 à 2021, nous avons eu 6 années consécutives de hausse, 2 années records, avec en 2020 plus 21,5% et en 2021 plus 32%, avec une forte amélioration, accélération post-Covid, inversion du marché constatée en 2022 et en 2024, plus 2% sur 5 ans, mais un recul de 19% par rapport à 2023. Alors oui, bien entendu, c'est un caractère cyclique du marché, avec des trous d'air, comme des forts sommets, comme on a pu le constater, des trous d'air en 1980, en 1982, en 1993, en 2007, pour des raisons diverses et variées, où parfois nous avons fait moins 30 ou moins 40% du marché. Alors, pour 2024, nous avons de nombreuses turbulences, avec une météo qui est très, très défavorable, avec une situation géopolitique qui reste incertaine, avec des baisses de transactions immobilières que nous avons donc dénombrées à moins 11% par rapport à 2023, avec une baisse de la construction de logements pour moins 12% sur un an, et puis moins 16% de piscines livrées sur un an. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Pour rappel, des niveaux de croissance de construction record post-Covid, avec plus 27,5% en 2020, comparativement à 2019, et plus 22% en 2021, comparativement à 2020. Pour conclure avec ces différents chiffres, eh bien, le marché est bien évidemment ultra sensible à la conjoncture économique, météo-sensible également. Cependant, ce qui est important de constater, c'est qu'il est structurellement porteur. Pourquoi? Parce que les Français confirment leur envie de piscine. Déjà 23% sont possesseurs d'une piscine dans leur jardin. 30% ont un terrain qui est piscinable. Et 4 familles sur 10 qui ont un terrain piscinable ont envie d'une piscine. Donc on peut, avec une météo qui va redevenir favorable, rester très optimiste sur les chiffres, puisqu'en 1965, nous avions 1500 piscines et qu'aujourd'hui, nous sommes à 3 600 000 piscines. Merci. Merci Gilles. Aujourd'hui, la météo est plus que favorable. Il fait très très beau, hein. C'est très très bien. Donc, je vais passer la parole maintenant à Monsieur Jean Viard, qui va nous faire le parallèle entre la société française et le secteur de la piscine. Donc, on va le faire sous forme d'interview, parce que ça sera beaucoup plus agréable et plus facile à suivre. Merci beaucoup. Bonjour. Moi, attendez, je me mets 2 secondes. Il faut que ça marche d'abord. Est-ce que vous m'entendez? Il faut qu'on puisse vous voir. Je suis très honnête, on est tous les deux parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Nous étions ce matin au parc du Père-Lachaise pour faire une interview
qui sera dans le film qui retrace en fait l'histoire des 60 ans de la FPP que vous allez pouvoir découvrir bientôt. C'est pour cette raison que je suis à côté de Jean Viard. J'en suis charmé, il n'y a aucun problème. Bon. Non, mais... et pour lui poser la question notamment de savoir si la piscine finalement est le reflet de notre société française depuis ces 60 ans. On va dire une chose simple. Quand vous avez les chiffres que vous avez donnés, monsieur le vice-président, au fond 1500 piscines, à l'époque il y avait 60 millions de touristes internationaux. Aujourd'hui il y en a 1,5 milliard. C'est-à-dire que, et les piscines, vous avez donné les chiffres, c'est marrant comme c'est parallèle. C'est-à-dire, dans les années 60, le loisir et les vacances, c'était deux choses différentes. Et ce qui s'est passé, c'est que la culture des vacances, au fond, a submergé, si on peut dire, la culture des loisirs traditionnels. Et donc, on s'est tous mis à avoir des maisons qu'on a transformées, qui étaient au fond des petites clubs med, je dirais. Je ne peux pas faire de pub pour cette marque, mais disons des petits clubs de vacances. Et c'est ça qui a profondément changé, parce qu'on n'a plus habité pareil. 63, 70%, vous donnez 64% pour les propriétaires de jardins. Mais en fait, dans une maison, il y a plusieurs personnes. Et les Français qui habitent en appartement sont beaucoup moins nombreux. Les gens qui ont des maisons, évidemment, sont beaucoup plus nombreux. Donc la part de la population, notamment jeunes, notamment enfants, évidemment, est beaucoup plus importante. Et au fond, c'est ça qui s'est joué. C'est-à-dire que nos codes sociaux sont devenus les codes des vacances, qui sont rentrés, y compris dans l'entreprise, mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, mais dans nos modes de vie, dans nos maisons, dans nos liens sociaux. Et c'est ça, je crois, qu'il faut bien avoir dans la tête. Et la piscine, de ce point de vue-là, alors la piscine s'inscrit dans un processus, parce que pour qu'il y ait une piscine, il faut avoir appris à nager. Ça a l'air idiot, mais des très grandes villes, comme Marseille, il y a très peu d'enfants qui savent nager, parce qu'il n'y a pas de piscine publique. C'est la piscine publique et l'outil d'apprentissage, notamment dans les milieux populaires. Contrairement à ce que disaient certains élus marseillais, on n'apprend pas, on n'emmène pas une classe à la mer pour apprendre à nager. Donc il y a toute cette démocratisation de la natation. Moi, je fais partie de la génération, c'est le diplôme de 25 mètres. C'est pas très très long, mais enfin, ça permettait de traverser la piscine. Et donc, tous ces enjeux sont liés. Et je crois que si vous voulez, il faut regarder ça comme ces nouveaux modes de vie, comment ils se sont développés. Je vais vous donner un autre chiffre qui fait toujours un effet, mais votre espérance de vie est autour de 700 000 heures. Et on travaille à peu près 70 000 heures dans nos sociétés modernes. En gros, on travaille 1 heure sur 10. On fait 30 000 heures d'études, on dort 200 000 heures, et donc il vous reste du temps pour faire autre chose. Et le jardin, la piscine, ce sont des lieux où ces temps se passent, la culture aussi pour certains, et c'est ça je crois qu'il faut bien voir. Ça s'inscrit dans tout ce processus, y compris, il y a une vraie bataille pour que ce temps libre ait du contenu, parce qu'on peut aussi le passer à boire de la bière, devant des spectacles qui durent, il y a différents modèles. Et je pense un des grands intérêts de la piscine, moi qui m'a toujours intéressé, c'est qu'en fait c'est un lieu où on rentre dans les maisons par la piscine. On pourrait dire les gens mettent un grillage, une barrière, un berger allemand, une piscine, et ils ne parlent plus à personne. Non, la piscine, c'est là où les enfants s'invitent, notamment les enfants. Pour les enfants, c'est un lieu de sociabilité tout à fait principal. Donc c'est très important de ce point de vue-là. Et d'ailleurs, en général, la piscine va avec le barbecue. Et le barbecue, j'allais dire, va avec le rosé, si je peux faire une série d'activités complémentaires. Donc je crois qu'il faut se dire les choses comme ça. Alors évidemment, vous l'avez dit, les chiffres se sont débrouillés. Et qui n'a pas de piscine? Notamment les gens qui habitent dans des tours dans les villes. Sauf qu'il y a 3,5 millions de résidences secondaires en France. À peu près autant que de piscines. On est le premier pays au monde pour les résidences secondaires, notamment parce qu'on est le dernier pays de l'exode rural. Enfin, il y a la Pologne depuis, donc je vais pas. Mais donc ça veut dire qu'une grande partie des résidences secondaires sont d'anciennes fermes. Donc il y a aussi les résidences secondaires au ski, au bord de mer, mais là au ski il y a rarement des piscines. Donc c'est ça qu'il faut voir aussi, c'est-à-dire que vous avez 70% des gens qui vivent dans une maison de jardin, et vous avez 3,5 millions de familles qui ont une deuxième maison, qui sont généralement des familles aisées des centres-villes bourgeois, donc qui peuvent effectivement avoir une piscine. Et vous l'avez dit, depuis le Covid, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, on s'est tous dit, mais si ça recommence, qu'est-ce que je fais? La première activité après le Covid, ça a été de courir acheter un matelas. La deuxième, ça a été de changer sa télé, puis après, on va vers des produits plus lourds. Mais au fond, tout le monde s'est dit, s'il y a une nouvelle pandémie, et il y en aura des pandémies, c'est évident, parce qu'on est dans un monde de pandémie. Bon. Qu'est-ce qui fait que je n'ai pas été bien la dernière fois? Et donc, la piscine, notamment dans le jardin, est un des objets, pour ceux qui peuvent se le permettre. Puis vous avez démocratisé l'objet, mais ça, vous l'avez dit. Je crois que si vous voulez, c'est ça qu'il faut dire. Je rajouterai 2 petites choses. Sur l'eau, vous avez raison, c'est très important. Il y a combat sur l'eau dans ce pays. On consomme 10% de l'eau qui tombe en France. Il tombe en France 500 milliards de mètres cubes d'eau. 60% évapore, et en gros on en consomme 10 milliards de mètres cubes. Donc on n'en consomme qu'une toute petite partie. Mais il est clair qu'il y a combat entre les agriculteurs, qui en prennent la moitié, l'énergie, l'industrie et les loisirs. Et tout naturellement, quand on est dans le monde des loisirs, on a toujours tendance à dire « oui, non, mais c'est moins important ».
c'est plus important de se nourrir, ce qui est d'ailleurs pas entièrement faux, c'est plus important, etc. Il y a une bataille culturelle pour dire, attendez, les loisirs, la qualité des liens sociaux, c'est essentiel à la société. Mais du coup, il faut aussi qu'évidemment, vous consommiez moins d'eau, qu'on ça va pour moins, qu'on ne change pas l'eau, qu'on la nettoie. Enfin bon, moi j'ai une piscine, donc j'ai une piscine que j'ai fait moi-même en parpaing à brancher béton, donc c'est un modèle un peu plus difficile à faire. Mais donc c'est pour dire que là il y a toute une culture, et je pense qu'il y a à démocratiser cette culture, à donner pour qu'effectivement la piscine ne soit pas perçue comme une consommation d'eau à des fins ludiques pour les bourgeois, si je peux me permettre de résumer le propos. Vous avez d'ailleurs insisté sur le fait que ce n'est pas que des objets. Moi, là où j'habite, la plupart des gens, en fait, ont construit leur piscine eux-mêmes, mais moi j'habite à la campagne, dans un milieu relativement populaire, donc la piscine, on se la fait à plusieurs avec une bétonneuse, mais ce n'est pas le modèle majoritaire. Donc voilà, il y a ça que je voulais dire un peu, si vous voulez, après vous laisser un peu la parole, et en tenant compte d'une chose, on a une vie plus longue. On a gagné 20 ans d'espérance de vie depuis la guerre. 20 ans, c'est énorme dans l'histoire humaine. Donc on veut être plus beau, plus longtemps, avoir plus d'aventures, changer de vie. 63% des bébés naissent hors mariage. Moi, c'est mon chiffre type, 63%. 63% des gens en jardin, 63% des bébés naissent hors mariage. On est dans ces sociétés-là. On est sorti des cadres du mariage, de la démocratie, on ne vote que si ça nous intéresse, même du CDI. Et donc la question d'être beau, la question d'être bronzé, la question d'être en forme physique, évidemment, ça a pris une importance. La piscine s'inscrit aussi dans ce nouveau rapport au corps, qui vaut pour les dames comme pour les messieurs, y compris parce que comme on va vivre plus de 80 ans, le corps n'est plus un outil pour la majorité d'entre nous, c'est plus le cerveau qui nous produit notre travail. Et donc évidemment l'entretien du corps, la réussite du corps, le charme du corps sont des éléments sociaux devenus tout à fait essentiels. Moi je mettrais tout ça en même temps. Mademoiselle, madame. Merci beaucoup. Vous parliez tout à l'heure effectivement de la démocratisation de la natation, mais finalement, comment la piscine s'est-elle démocratisée aujourd'hui dans notre société française ? Il y a plusieurs choses. Le cœur des vacances, c'est la mer. 55% des gens vont en vacances l'été, à peu près, dans ce pays. Il y en a 10 à 15% qui vont en vacances à d'autres moments. La destination première, c'est la mer. Et si vous regardez la carte de France de la population, depuis 50 ans, elle s'est massivement littoralisée. C'est-à-dire que la plupart des gens vont habiter au bord de la mer. Prenez les villes qui sont à la mode, Nantes, Rennes, La Rochelle, Bordeaux, Montpellier, etc. Et les villes du milieu se vident. C'est-à-dire qu'on a tous eu tendance à aller habiter là où on avait les loisirs dont on avait envie. Ça vaut aussi pour la montagne. Problème d'Annecy, Chambéry, pareil, on a le même problème avec la neige. D'ailleurs, il y a les lacs. Enfin, on a le même problème. Donc ça, c'est pour dire ça. La population n'est pas statique. On a modifié nos modes de vie. Avant, on s'était installé le long des voies de transport et effectivement le long des mines, c'était logique, et des grandes villes bureaucratiques. On était au fond proche de l'emploi. On s'est déplacé, notamment parce que la nouvelle économie se localise dans les zones touristiques. Modèle Californie, pour prendre un modèle américain, modèle Côte d'Azur de Sophie Antipolis. Et donc, au fond, on se dit, pourquoi ne pas vivre à l'année au pays des vacances ? Et donc, c'est là pour que la nouvelle économie, comme elle n'a pas de lien avec les mines, etc., elle a besoin d'un aéroport, et puis d'université, de cerveau. Et donc, même Nice est devenue une ville universitaire, ce qui était quand même compte tenu des lignes politiques des maires successifs, et même une ville de théâtre, ce qui est quand même aussi surprenant. Et donc, si vous voulez, on a là cette évolution nette, on n'habite plus au même endroit, on ne vit plus de la même manière, mais après, quand vous habitez, par exemple, au bord de la mer, l'idéal, c'est d'avoir une piscine, parce qu'au moment où vous allez vous baigner, il y a plein de monde sur la plage. Et donc, effectivement, moi qui habite en Provence, on ne va jamais à la mer en été. Bon. Donc vous voyez, il y a toutes ces transformations qui se sont faites. On n'habite plus au même endroit, on ne vit plus de la même manière. Et je crois que c'est là-dedans qu'il faut rentrer la piscine. Avec la démocratisation, c'est aussi lié évidemment aux techniques. Et puis je dirais une chose, je pense que la piscine, c'est le lieu où on se baigne, pas forcément un lieu où on nage. Donc il y en a des plus petites. Et donc on a au fond un rapport à l'eau ludique. Alors qu'avant, les piscines, il fallait qu'on puisse nager. Bon, je ne dis pas qu'on ne nage pas, mais je pense qu'il y a beaucoup des petites piscines, ça me frappe. À l'inverse, il y a des piscines lignes aussi pour faire ceux qui veulent vraiment faire de la natation. Mais donc, il y a des piscines qui sont au fond un bassin, je dirais, où on se rafraîchit et où on baigne les enfants. Donc, ça permet que ça soit plus petit et moins cher. Vous parliez de réduction du temps de travail. Forcément, la canicule aussi, ça nous a donné envie de rester un peu plus chez nous. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, du coup, que la piscine, c'est vraiment le lieu convivial par excellence, la pièce conviviale de la maison ? On peut le dire. C'est-à-dire, moi, je pense que le jardin est devenu un prolongement de la maison. Vous voyez, moi, mon grand-père, mes deux grands-pères avaient des jardins, mais c'est des potagers. Ils se nourrissaient. Il y avait à côté une charmille avec un petit banc, parce que c'est comme ça qu'on sait. Nous, le jardin, et c'est d'ailleurs pour ça que de plus en plus, on fait entretenir son jardin.
comme on a une femme de ménage. Vous voyez, c'est le même type de service. Alors qu'avant, c'est j'ai planté mon rosier, je le taille, etc. C'est devenu une extension qui peut être très petit. Il y a des jardins merveilleux de 100 mètres carrés. C'est pas les premiers lotissements des années 70, c'était 2000 mètres carrés par maison. Maintenant, on est à 130 mètres carrés. Parce que ce qu'on a besoin, c'est quoi? Je vous ai dit tout à l'heure, c'est d'intimité. Moi je dis souvent, il faut que je puisse sortir de chez moi tout nu pour aller dans ma piscine. C'est mon critère, c'est pas besoin que ça soit grand, mais je n'ai pas envie quand je vais dans ma piscine qu'il y a 30 personnes qui me regardent du balcon d'à côté. Donc c'est vers ça qu'on a, c'est-à-dire c'est une maison de l'extérieur, c'est un lieu où on mange, c'est un lieu où on se baigne, c'est un lieu où on reçoit des amis, etc. Mais il faut le penser comme au fond un nouveau salon. Je le mettrais presque sur cet imaginaire-là. Donc on peut dire effectivement que la piscine, c'est un havre de paix et de partage. Sauf quand on se dispute, mais en gros oui, c'est l'objectif. C'est un lieu de partage. Compliqué. C'est d'abord un lieu familial, parce que vous avez des enfants. D'abord la piscine, il ne faut pas qu'ils se noient, donc je dis on surveille la piscine, la baignade des enfants, on la surveille beaucoup. Il y a beaucoup de piscines, il y a des sécurités sur les piscines. Enfin, la plupart des gens mettent des sécurités, c'est très important. Pas non plus que le chien et le chat tombent dedans. Il y a toute une, je veux dire, c'est un objet de sécurité, c'est un objet de danger la piscine. On va dire comme ça veut dire que vous allez y aller avec vos enfants. Ça veut dire que le lien famille, vous savez, on est dans des sociétés où les deux parents travaillent dans la plupart des couples, les enfants vont à l'école, on n'a pas tellement de temps avec ces enfants. Et donc les moments où on a du temps, notamment l'eau, parce qu'on est obligé d'aller avec eux, vous ne pouvez pas leur dire va apprendre à nager tout seul, ça je veux dire, sinon vous n'en avez plus. Donc du coup vous avez là, je pense, un lien qui se développe, et puis après c'est les enfants qui invitent leurs copains, y compris, je ne sais pas le chiffre de Français qui se baignent dans une piscine chaque année, je ne sais pas si vous l'avez, y compris de gosses qui n'ont pas de piscine. Moi, je sais que dans ma piscine, il y a des dizaines et des dizaines de gosses qui sont baignés, qui n'étaient pas les miens. Donc, je ne sais pas. Et maintenant, alors je vais dire une chose là-dessus. Utilisez vos piscines pour qu'on donne des cours de natation. Moi, par exemple, je sais que la mienne, il y a un prof de sport qui m'a dit, est-ce que tu me la prêtes tous les soirs, 2 heures dans la semaine, où je travaille et tout, et il vient avec un groupe. Et il leur apprend à nager. Et moi, ça ne me gêne pas, j'y suis pas. Et ça se développe, de même que se développe la location de piscine pour faire des fêtes. Donc, il y a aussi de socialisation à faire. Et je pense que l'idée, dans des territoires où il n'y a pas de piscine publique, de faire de la piscine un objet démocratique d'apprentissage de la natation, ça ne coûte rien et c'est un geste citoyen. Jean Viard, dernière question. Est-ce que les Français rêvent toujours de piscine aujourd'hui et demain ? Je ne connais pas les rêves de tout le monde, mais si vous voulez, je pense que le rapport à l'eau, de toute façon, c'est central dans toutes les civilisations. Hein, je veux dire, les élites sociales ont toujours un rapport à l'eau. Vous prenez les Grecs, vous prenez les Chinois. Donc le rapport à l'eau est un élément essentiel. Donc je pense que ça va continuer à se développer. Et la question, c'est pour ça qu'il y a une bataille idéologique sur le loisir dans l'eau, est aussi légitime que les autres formes d'utilisation de l'eau. Je pense que là, il y a un vrai sujet. Et c'est, à mon avis, les professionnels de la piscine qui doivent porter ce discours, expliquer, mais expliquer aussi les techniques pour consommer moins d'eau. Je veux dire, faut pas non plus. Les paysans font un boulot énorme pour consommer moins d'eau. Les centrales nucléaires essayent effectivement de consommer moins d'eau. Donc la diminution de la consommation de l'eau est un vrai sujet, parce qu'il faut que la piscine n'apparaisse pas comme un loisir de riche, indépendant à l'écologie. Il faut que ça soit intégré dans une pensée écologique. Vous savez, on entre dans un monde, je m'arrêterai là-dessus, où c'est la nature qui va faire l'histoire, c'est plus les hommes. C'est la nature qui fait l'histoire. C'est ça qui se passe. La nature décide de la vitesse des changements de société, de l'évolution de la température, etc. Et du coup, le politique est perdu parce qu'il court derrière, alors que le politique a l'intention de tirer la charrette. Le politique ne tire plus la charrette, c'est le climat qui tire la charrette. Donc la piscine doit rentrer dans cette pensée où, au fond, c'est la nature qui va faire l'avenir de l'humanité. Merci Jean Viard. Merci. Merci. Je vais maintenant passer la parole à M. Philippe Bach, ancien président de la Fédération, qui va nous parler des professionnels, comme ils ont réussi à démocratiser le rêve de piscine pour l'ensemble des Français. À toi, Philippe. Merci. Ça me fait plaisir de retrouver le pupitre de la Fédération après quelques années à la retraite. Le marché de la piscine, il existe depuis 2000 ans. Et c'est les Romains qui ont commencé. Et les Romains, ils construisaient des piscines avec du béton et du carrelage. De temps en temps, ils mettaient un peu de bois en dessous pour chauffer. Mais on était plutôt dans un système d'eau courante. Et c'est ce que j'appelle, moi, l'âge de pierre. Dans un monde plus récent, le début des années 60, la technique de construction est toujours la même. Béton, carrelage, mais on filtre. On met des accessoires, on met du chauffage, et c'est l'âge de fer. L'âge de fer, pourquoi ? Parce que tous les équipements qui vont permettre de faire fonctionner la piscine
la filtration, les pompes, les échelles, les tuyauteries, tout ça, c'est du métal. Et à cette époque, début des années 60, la piscine est toujours un marché élitiste et ce qu'on appelle le rêve hollywoodien. Et c'est dans ce début des années 60 que va apparaître un produit qui va révolutionner les techniques de construction et faire évoluer le marché, c'est le liner. Le liner, cette poche en plastique qui vient se mettre à l'intérieur d'un cuvelage. Et c'est cette poche d'étanchéité va permettre de construire des piscines avec des structures modulaires dont effectivement la première est des panneaux d'acier. C'est vraiment le début de l'explosion du marché de la piscine. Et à cette époque, au démarrage des années 60, du démarrage réel du marché de la piscine, eh bien, les équipements, ils viennent quasiment tous des États-Unis. Et c'est avec l'arrivée du liner et la possibilité de construire différemment que la filière industrielle va se créer en France et en Europe. Et on va arriver à des productions de tous les produits, liner bien sûr, panneaux préfabriqués plastiques, cuves en polyester, les pièces de circulation d'eau, les tuyauteries, tout devient plastique. Et ça, c'est l'âge du plastique. Dans le début des années 70, le marché commence à réellement s'affirmer. Et il faut savoir que les professionnels à cette époque sont peu de sociétés structurées pour construire de la piscine, mais beaucoup, je vais dire, d'aventuriers, dont j'ai fait partie, puisque j'ai commencé dans la piscine en 1970. Mais il n'y a pas de structure. La fédération existe déjà, mais c'est très peu présente. Et à cette époque-là, il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas d'assurance décennale, il n'y a pas de déclaration de travaux, il n'y a pas de normes, il n'y a pas de directives, il n'y a rien. Et c'est ça qui aura été le gros travail de la fédération depuis les années 70, c'est la création de tous ces éléments factuels, y compris des vrais bons de commande, y compris des récépissés de fin de travaux, etc., qui ont permis de professionnaliser l'ensemble de la filière. Et bien sûr, la formation. À l'époque, il n'y avait pas de lycée qui faisait des formations pour les techniciens de la piscine. Et la Fédé aussi a beaucoup œuvré en la matière. Alors, pour conclure, dans cette époque où j'ai été installateur de piscine, eh bien, ça a été le moment le plus agréable de ma vie professionnelle, avant de passer fabricant de matériel et distributeur. Parce que, à chaque fois que j'ai pu vendre une piscine et qu'on a fait la mise en route, j'ai eu l'impression d'être un marchand de bonheur. C'était incroyable, la joie chez les familles, modestes ou nantis. Et fréquemment, ce qu'on m'a dit, avec la piscine, ça nous a changé la vie. Merci. Merci Philippe. C'est la parole à Frédéric Marmande, membre du conseil d'administration de la Fédération. Bonjour à toutes et à tous. Alors, pour accompagner l'accessibilité au plus grand nombre, la piscine s'est transformée, hein, comme on l'a vu. Elle a dû s'adapter aussi au mode de vie du consommateur. Et notamment, elle est devenue plus petite. Donc, on recense le fait qu'avant 91, une piscine mesurait en moyenne 42 mètres carrés. Et pour 29 mètres carrés après 2019. Mais dans le même temps, cette piscine est devenue d'abord beaucoup plus automatisée, hein, là encore pour faciliter la vie à l'utilisateur, aussi dans la dynamique, on va dire, de la domotique, hein, qui s'est introduite dans nos habitats. Elle est devenue aussi, cette piscine, beaucoup plus personnalisable,
avec toute la gamme des escaliers, de la balnéo, des variantes de couleurs, mais essentiellement plus ludiques pour des usages largement diversifiés. On peut noter également le fait que la piscine, au fil des années, s'est beaucoup mieux équipée. Alors vous avez quelques statistiques assez éloquentes sur les dispositifs les plus plébiscités par les consommateurs. Notez par exemple le robot nettoyeur qui, en 2006, équipait à peu près une piscine sur 2. En 2022, ce sont 8 piscines sur 10, donc avec une progression de 25%. On a exactement la même dynamique, ou quasiment la même dynamique pour les dispositifs de chauffage ou les dispositifs de pool house, et dans une moindre mesure, les systèmes d'équipement de traitement de l'eau. Donc on est dans une démarche où le consommateur veut plus d'équipement, veut passer un petit peu moins de temps évidemment à l'entretien pour aller vers plus de plaisir. Avec l'année 2004 et la loi sur la sécurité a marqué un grand virage dans le monde de la piscine où, Monsieur Viard le rappelait, une piscine pour rester un havre de plaisir et de bonheur, il faut avant tout qu'elle soit sécurisée, parce que c'est ce qui fait peur. Donc la loi sur la sécurité, qui aujourd'hui reste la seule loi, on va dire, en Europe, puisque la France est le seul pays à avoir adopté cette loi, a permis à des segments d'équipement de prendre leur envol, et en particulier les abris de piscine qui garantissent une sécurité totale, quasiment inviolable, infranchissable pour accéder au bassin. Donc ces abris se sont au fil des années aussi modernisés, adaptés à la fois aux formes, à la fois aux attentes des besoins de la piscine, et dont notamment aux enjeux écologiques qui se développent, on va dire, à grande vitesse depuis maintenant une décennie. Donc récemment, vous avez dû être informé que la commission Abri a porté une étude par le biais du CSTB qui atteste de la réduction considérable de l'évaporation de la piscine et également de la hausse de température. Donc ce sont des choses qu'on connaissait mais qu'on n'avait jamais officiellement mesurées. Donc c'est aujourd'hui très important, et je vous renvoie à un communiqué de presse dédié à ça. Voilà, quand on parle aussi d'abris, on peut parler d'abris hauts qui viennent, on va dire, étendre la maison pour peu qu'il soit accolé à la maison. Également aussi des structures abris qui viennent couvrir les piscines collectives pour augmenter le temps de baignade, évidemment, dans les bassins. Et puis, il y a le dispositif couverture qui regroupe communément à la fois les bâches et les volets roulants, qui reste évidemment le dispositif le plus plébiscité par les consommateurs. À noter par exemple que 88% des propriétaires de piscines disposent de cette couverture. Alors pour 64% qui sont des bâches, et pour 24% des volets roulants. Mais on retrouve avec ces dispositifs des enjeux très importants pour le consommateur: maintenir la température de l'eau, allonger la durée de baignade, réduire l'entretien évidemment, et puis comme on l'a bien rappelé dans un communiqué, enfin plus qu'un communiqué de presse, une campagne TV l'année dernière, ça vous aura pas échappé, que pour garder une piscine économe et vertueuse, il faut penser à la couvrir. Voilà. Donc en conclusion, on peut dire que la piscine d'aujourd'hui et de demain, c'est la résultante de plus de 15 années d'innovation, des innovations incessantes qui apparaissent pour adapter en permanence les produits à la fois aux attentes des consommateurs et aux enjeux climatiques. Je vous remercie. Frédéric. Alors, moi je vais vous parler de quelque chose qui est très important pour notre secteur, c'est le pool staging. Alors vous allez me dire, pool staging pour les piscines, c'est bien, c'est qu'aujourd'hui on a vu que les piscines, ça a commencé en 1965, donc on faisait à peu près 1500 bassins, mais les piscines, comme vous l'avez vu, c'était des grands bassins. Il fallait avoir un grand terrain, donc une piscine de 12 mètres par 6, avec 2 mètres de profondeur, un plongeoir pour nager. Donc ces piscines, il y en a encore qui sont existantes, mais ça a changé. Ça a changé parce que maintenant, on peut ou on doit réadapter son bassin aux nouvelles préoccupations environnementales. Alors, notre secteur a de la chance d'avoir ces 1,7 million de piscines enterrées. On a vu
il y a un ralentissement de la construction neuve, mais par rapport à d'autres secteurs où il y a ce n'est pas un investissement, pour nous, la piscine est un investissement et ça donne une valeur à son bien patrimonial. Donc on estime entre 16 et 20% ce que ça va apporter en plus à sa maison. Donc ça, c'est très important en cas de revente, que si vous avez d'autres biens, vous faites un gros investissement, mais au final, chaque année, ça se dégrade. Pas une maison qui a une piscine. Donc, pour nos professionnels, mais aussi pour le client final, c'est apporter des changements. Monsieur Bach l'a dit tout à l'heure, auparavant c'était uniquement du carrelage, maintenant on est passé sur d'autres revêtements avec des couleurs tout à fait différentes. La couleur la plus prisée maintenant, c'est la couleur grise. Auparavant on ne parlait que de liner ou de carrelage bleu France. C'était comme ça. Il n'y avait pas de discussion. Vous aurez dit, je vais faire une piscine de couleur grise. On aurait dit, waouh, qu'est-ce que c'est? Maintenant, c'est la tendance. On ne peut pas... c'est ce qui est vraiment demandé par le consommateur. On a aussi tout ce qui est les innovations techniques, c'est-à-dire qui vont nous faire gagner en économie d'énergie. Les projecteurs à LED, des pompes à vitesse variable pour filtrer toute la journée, mais à basse vitesse. Donc tout ça, ce ne sont pas que des relookings du bassin, ce sont réellement des adaptations des locaux techniques pour être moins énergivores, pour apporter, je dirais, la contribution, comme le disait monsieur Jean Viard tout à l'heure, aussi à l'aspect environnemental, c'est très important. Alors, il y a différentes manières de le faire, soit au niveau esthétique, soit au niveau technique. Il y a de nouveaux aménagements. Auparavant, tous les escaliers étaient à l'extérieur. C'était un escalier roman. Toutes les piscines, c'est une piscine de 10 mètres par 5 avec un escalier roman extérieur. Maintenant, ça c'est terminé. Maintenant, c'est un escalier intérieur. Donc pour nous aussi, c'est un marché qui est très important pour nous, professionnels de la piscine, de rénover ces bassins, de les mettre au goût du jour et de les adapter techniquement. La profondeur moyenne, c'est 1,40 m. Auparavant, c'était 2 mètres. Alors tout ça pour dire aussi qu'il y a moins d'eau, on consomme moins d'eau, on fait des plus petits bassins, on les réadapte à ce qui est attendu actuellement. De l'aisance aquatique, du bien-être en famille et non de la natation comme on le faisait auparavant dans ces bassins. Il y a aussi, comme l'a dit Frédéric tout à l'heure, l'installation d'abris. L'installation d'abris permet de prolonger la baignade, mais on remplace aussi les systèmes de couverture automatique. Au tout début, pour la loi sur la sécurité en 2004, il fallait absolument un volet. C'était un volet opaque. Maintenant, on peut mettre des volets avec des lampes solaires. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'utiliser une pompe à chaleur. C'est réchauffé. Le soleil qui tape sur ces lampes va réchauffer l'eau du bassin. Donc, c'est des adaptations qui font que notre marché va être aussi soutenu et ne va plus dépendre uniquement de la construction, mais aussi de cette rénovation esthétique et technique qu'on appelle pool staging. Donc, quelque chose de très important pour notre secteur. Je vais maintenant passer la parole à monsieur Jean Lermite, ancien président aussi de la fédération, et qui va nous parler des innovations et qui a permis de porter notre secteur et de le faire avancer. Merci Jean. Merci Stéphane, bonjour à toutes et tous. Merci d'abord à la profession de m'avoir sorti de ma retraite et de ma tanière, d'avoir pensé à me réinviter pour me replonger un moment dans le bain. C'est un bon moment que je vais passer avec vous, que je passe avec vous depuis hier. Je suis ici effectivement pour vous parler, pour vous apporter mon témoignage sur la structuration et professionnalisation de la profession. Alors un peu d'histoire, on vous l'a dit, 60 ans de profession. 1965, je n'y étais pas. La CSIP, Coordination syndicale interprofessionnelle de la piscine. 1983, c'est là que personnellement je suis entré dans le métier. J'avais 29 ans. Et j'ai commencé, on avait déposé un brevet avec mon frère et on est arrivé dans la profession et c'était la Fédération nationale des constructeurs d'équipements de sport et de loisirs que j'ai rejoint quelques années après comme administrateur. 2005, la création de la Fédération des professionnels de la piscine et dont mes collègues m'ont fait l'honneur d'être le premier président. 600 adhérents à l'époque, on vous l'a déjà dit, multiplié par 2,5, 1600 adhérents aujourd'hui. Vous vous rendez compte de la progression impressionnante. Alors c'est un savoir-faire partagé d'une profession responsable dont je peux vous témoigner. On a commencé avec des directives techniques piscine. Il a fallu effectivement réglementer, entre guillemets, cette profession parce qu'il n'y avait pas
de DTU, de DTP, il n'y avait rien. Il a fallu faire le tout premier DTP qui était les règles générales de tolérance professionnelle s'appliquant aux piscines de loisirs, qui était en quelque sorte le dénominateur commun pour toutes les piscines, qui a permis de mettre le pied à l'étrier pour ensuite élaborer toutes les autres normes et DTP qui ont pu exister par la suite, qui sont même devenues des normes européennes maintenant. On a fait des partenariats avec des salons, la Fédération Nautique, la Foire de Paris, le Salon professionnel de Lyon. Une formation diplômante. 9 établissements professionnels en France, aujourd'hui, enseignent le BP professionnel de la piscine. 9. La loi sur la sécurité des piscines, on en a parlé. Quel travail il a fallu élaborer, être participant avec les ministères pour faire passer cette loi, pour à faire comprendre qu'il n'y avait pas que les barrières en piscine, il y avait aussi les alarmes, il y avait aussi les couvertures et les abris de piscine. Ça a permis de sécuriser les piscines, mais ça a permis de sécuriser aussi les consommateurs dans l'idée de se faire une piscine. On peut se faire une piscine en sécurité. C'est comme de mettre sa ceinture de sécurité dans la voiture. C'est pas arrivé par hasard. On a fait, on l'a dit tout à l'heure, les conditions générales de vente. Je vous en passe, c'est des meilleurs, des PV d'implantation, des PV de réception de travaux. Tout ça pour sécuriser aussi les consommateurs, pour sécuriser les professionnels, pour régler et anticiper les litiges. Toutes ces choses qui ont permis d'ailleurs après, tant aux tribunaux qu'aux experts, de s'emparer de ces règles pour pouvoir effectivement légiférer, réglementer tout ce qui pouvait exister ensuite pour la piscine. En 2005, on a lancé les trophées de la piscine pour récompenser les belles piscines. Les beaux abris aussi d'ailleurs, parce qu'à noter qu'il y avait aussi les trophées des abris de la piscine. Et pour récompenser les piscines dans différentes catégories. Il y a les petites piscines, il y a les couloirs de nage, il y a les plus grandes piscines, il y a les piscines en kit, et etc. Et grâce à ça, on a de très beaux reportages. On avait même fait les palmes de la piscine, qui existent encore, pour récompenser les professionnels de piscine qui ont œuvré dans la profession sur certains sujets ou pendant un certain nombre d'années. La voie de la piscine, ça a été porté aussi au niveau européen grâce à une présidence française et qui a permis d'obtenir, de faire une première norme européenne en France. On a fait très rapidement, on a créé une commission développement durable. On a fait de la labellisation pro-piscine, pro-abri. Il y a très récemment, il a été lancé une norme environnementale européenne à l'initiative de la France. Très récemment, un calculateur a été installé pour l'utilisation de l'eau et de l'énergie, vous l'avez vu, on en a déjà parlé. Et nous arrivons à un stade où la professionnalisation a permis d'atteindre le chiffre très impressionnant de 77% des particuliers qui s'adressent à un pro pour utiliser leur piscine. 23% les gens font seuls leur piscine, 11,6% des gens font appel à un professionnel pour les aider à faire leur piscine, et 66% des particuliers passent par un professionnel. Tout ça parce que la profession est structurée, organisée, professionnalisée. Merci de votre attention. Merci Jean. Bravo. Je vais maintenant passer la parole à Joël Pulenx, notre délégué général, qui va vous expliquer comment la fédération s'est mobilisée pour travailler sur les piscines à basse consommation. Bonjour à toutes et à tous, merci de votre attention. Donc la FPP n'a pas attendu ces dernières années pour se mobiliser sur les questions environnementales, puisque une date importante, 2006, la création de la première commission développement durable au sein de notre fédération. En 2010 déjà, on publiait de premiers documents sur les économies d'eau et les économies d'énergie. Donc c'est très important de savoir que les professionnels ont déjà été mobilisés depuis de très nombreuses années sur ces sujets-là. On a voulu aller encore beaucoup plus loin, puisque la commission développement durable
ensuite a vu une petite sœur se créer au sein de la fédération. C'était une commission environnement. Pourquoi cette commission environnement? Pour être à la base d'un document normatif qui allait permettre ensuite de publier un document au niveau européen, une norme européenne. Donc c'était à l'initiative de notre fédération que cette norme européenne, qui s'appelle la norme EN 1765 européenne, qui a permis l'application volontaire d'une classification sur l'efficience environnementale des piscines privées en Europe. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder au niveau de cette norme européenne? On va regarder l'efficience environnementale au niveau de la couverture, au niveau du système de chauffage, au niveau de la pompe de la piscine. Et ensuite, à partir du moment où on aura classifié les différents équipements, on va également classifier la piscine dans son intégralité. Et ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau parce que au niveau européen, ça n'existait pas. Je crois même que ça n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Donc on est vraiment précurseur et surtout notre fédération, à la fin de l'année 2024, avec notre ingénieur environnemental qui fait partie de notre équipe, intégré à notre équipe, a permis de développer un logiciel d'application de cette norme. Cette norme était assez complexe dans ses formules de calcul, on le comprend aisément, mais simplement, à partir du moment où notre fédération a développé ce logiciel, il sera facile dans le futur pour les constructeurs de piscines d'appliquer cette norme. Et d'ailleurs, notre fédération organise des formations pour les constructeurs de piscines qui souhaitent utiliser cet outil, qui est à leur disposition exclusive. On a également travaillé en 2024. Depuis très longtemps, vous avez compris, on travaille sur les économies d'eau. On a souhaité que finalement ce calcul du usage de l'eau dans les piscines privées familiales en France soit exposé et expliqué et calculé dans deux directions qui sont complémentaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur notre site internet propiscineaupluriel.fr, le consommateur final peut entrer les données de sa propre piscine et savoir combien il va utiliser d'eau. Et de manière évidemment plus professionnelle, on a dans l'interface de notre site internet réservé à nos adhérents, un calculateur des usages de l'eau qui va prendre en compte tous les paramètres de votre piscine et qui va donner aux professionnels la possibilité, à l'appui de son devis ou à l'appui de son devis de rénovation, de dire au client final combien il va utiliser d'eau. Là où autrefois on ne calculait pas l'eau entrante dans les piscines, aujourd'hui on a toutes les données de Météo France qui sont intégrées. Donc non seulement on a l'eau sortante, on a l'eau entrante et on fait tous les calculs nécessaires. Donc aujourd'hui, on a vraiment tous les moyens de connaître les usages de l'eau. Alors on n'a pas fait ces calculs dans notre coin, on a fait appel à EVA, qui est un bureau d'études spécialisé en questions environnementales, qui nous a donné l'imprimature et la certification sur la qualité scientifique de nos travaux. Donc on sait vraiment que ce sont des calculateurs qui fonctionnent très bien, sur lesquels on a également regardé si des piscines avec des compteurs d'eau fonctionnaient sur les mêmes résultats. Et effectivement, tout ça a été confirmé de manière très précise et très scientifique. Donc c'est important pour nous d'avoir ces calculateurs. Et si on regarde le résultat, alors on a aussi une charte des économies d'eau au sein de notre fédération. Plus de 400 entreprises ont déjà signé cette charte des économies d'eau, au terme de laquelle les professionnels s'engagent à proposer à leurs clients les bons équipements, à donner aussi également les bonnes informations aux clients, parce que de bons équipements mal utilisés peuvent conduire à une utilisation de l'eau et de l'énergie qui ne seront pas optimales. C'est vrai que le client a aussi son rôle à jouer dans l'utilisation de ces équipements. Si vous avez une couverture que vous ne refermez jamais, évidemment, elle ne sera pas efficiente. Donc ça, c'est important. Quels sont les résultats finaux de ces calculs? Une piscine, en moyenne, en France, ça va utiliser 7 mètres cubes par an. Une piscine, ça ne se vide jamais. On n'a pas besoin de vider une piscine à la fin de la saison. On n'a pas besoin de baisser d'un tiers le niveau d'eau du bassin. On sait faire autrement. On sait conserver son eau toute l'année. Et une piscine que vous remplissez en remplissage initial, c'est 29 mètres cubes par an que vous gardez pendant au moins 10 ans. Donc, le système de la piscine, c'est pas on jette de l'eau, c'est on recycle de l'eau en permanence. Donc à partir de là, il faut être conscient du fait que l'ensemble des piscines en France, tout le parc de piscines par rapport aux milliards d'eau de mètres cubes d'eau dont parlait tout à l'heure M. Jean Viard, on utilise 0,08% des usages de l'eau. C'est uniquement ça, l'ensemble du parc de piscines en France. Et ça, ce n'est pas forcément ancré dans l'esprit de tous les Français. C'est important de le rappeler. Donc si on compare la consommation d'eau annuelle, effectivement, 150 mètres cubes par an
une famille de 4 personnes, 35 mètres cubes par an, une fuite au robinet, et 7 mètres cubes par an en moyenne sur les piscines familiales. Et la présence des couvertures et des abris permettent de faire de grosses économies sur la partie évaporation. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je crois que j'en ai terminé sur ce que je voulais vous dire sur l'aspect environnemental. Merci Joël pour toutes ces informations précieuses. Je vais maintenant passer la parole à Alexandra Moncorgé qui va nous parler du Salon Piscine Globale 2026. Bonjour à tous. Donc effectivement, en filigrane de tous ces développements, de ces innovations, de ce que l'on peut appeler une success story, parce que l'industrie de la piscine, c'est quand même ça. Une autre success story, c'est celle du salon Piscine Globale. Car effectivement, depuis plus de 30 ans, GL Evans accompagne cette filière piscine avec un engagement constant et nourri, donc en partenariat avec la Fédération des professionnels de la piscine. Donc aujourd'hui, ce salon s'impose comme un rendez-vous international incontournable du secteur. Les chiffres 2024 sont dans le dossier de presse, mais pour rappel, on a plus de 60% des exposants de l'offre du salon qui est internationale et 42% des visiteurs qui sont venus à Lyon et qui viennent à Lyon tous les 2 ans sont internationaux également. Donc ce salon de Lyon, c'est également et sans contexte la vitrine du savoir-faire affirmé de professionnels français qui ont une expertise qui est reconnue dans le monde entier aujourd'hui. Donc ça, je pense qu'il est toujours important de le souligner, encore plus que jamais certainement. Et le salon restera en 2026 encore et toujours le reflet d'une filière innovante, engagée et professionnalisée. Arnaud, il n'a pas passé... Donc 2026, nous sommes en train d'en dessiner les contours. Un peu de teasing, mais très prochainement, nous pourrons vous donner toute l'actualité du Salon Piscine 2026, du 17 au 20 novembre 2026 à Lyon. Donc un événement qui restera axé sur l'innovation très certainement, sur toutes les nouveautés que les fabricants sont en train de développer et continueront encore à développer pour répondre aux défis que le marché leur demandera demain. Donc voilà ce que je tenais à vous dire aujourd'hui. Encore du temps pour vous donner rendez-vous dans 2 ans, mais notez déjà les dates, 17-20 novembre 2026. Merci à vous. Alexandra. Donc voilà, cette conférence de presse arrive à sa fin. Donc il y a eu beaucoup d'intervenants. J'espère que ça n'a pas été trop difficile à suivre. Et on va passer ensuite aux questions. Donc vous l'avez compris, la piscine est entrée depuis longtemps dans le quotidien des Français. Elle apporte du bien-être, du bonheur en famille, de la convivialité. Et on est toujours là et on voit que notre marché continue de progresser. Alors que ça peut être en construction neuve ou ça peut être aussi en rénovation, en pool staging. Vous avez vu que c'est quelque chose de très important. Par ailleurs, vous aurez noté que l'impact environnemental des piscines est très faible et ça favorise le loisir à domicile. On reste chez soi plutôt que de faire de longs déplacements ou des allers-retours en déplacement en avion. Donc c'est très favorable pour notre impact carbone. L'histoire de notre secteur a montré sa capacité à fédérer, à se professionnaliser. On a de très beaux réseaux qui se sont construits. On représente plus de 60 000 emplois sur la France, en emplois directs et indirects. C'est quelque chose d'important. On a des écoles qui ont été créées et ça nous fait sortir des apprentis spécialisés en piscine. Donc on a un vrai professionnalisme. Ça n'existe pas dans tous les pays, ces écoles de formation. On a des produits qualitatifs et respectueux de toutes les normes environnementales du marché. Sur notre site ProPiscine, il ne faut pas hésiter à y aller. Pour le particulier, vous pouvez trouver le calculateur des usages de l'eau. Alors c'est vrai que cette année, on est un peu moins en tension. Les Pyrénées-Orientales, il pleut beaucoup. Malheureusement, on dirait que même maintenant il pleut, ça ne s'arrête plus. Mais c'est quelque chose qui était important et très bien. Malgré tout, il faut continuer à faire des économies d'eau, d'énergie et continuer à donner les bons conseils aux consommateurs pour bien utiliser sa piscine. Ça, c'est primordial. Et je vous dirais que pour faire construire sa piscine, comme je vous le dis systématiquement, on a un annuaire en ligne et il faut faire appel au bon professionnel. Et le bon professionnel, c'est celui qui est affilié à la Fédération des professionnels de la piscine, qui suit ses formations,
qui a sa garantie décennale, comme l'a rappelé M. Bach tout à l'heure. Donc pour ça, faites appel à un professionnel de la piscine et vous aurez du bonheur dans les années à venir. Et le chantier sera quelque chose de très simple. Ça sera que des bons moments à partager en famille. Donc vous l'avez compris, 1500 piscines en 1965-1960 et plus de 1,5 million de piscines actuellement. Donc une vraie réussite de ce secteur et j'espère que dans 60 ans, on aura encore doublé le nombre de piscines en France. Merci beaucoup, merci pour votre écoute. On va répondre maintenant à vos questions. Bonjour, Lila Fournier pour Bâti Actu. J'ai quelques questions. Est-ce que vous pouvez me rappeler le nombre d'adhérents que vous avez, s'il vous plaît? On a 1600 adhérents au sein de la fédération, 1400 constructeurs de piscines B2C et 200 B2B, c'est-à-dire fabricants de matériel de piscine. Donc on est vraiment une fédération qui regroupe autant le fabricant que l'installateur. D'accord, merci. Et je ne pense pas l'avoir entendu. Quel est le chiffre d'affaires du secteur en 2024 ? Et aussi, que représente le marché de la rénovation par rapport à la construction aujourd'hui, s'il vous plaît? Le chiffre d'affaires annuel de la profession en 2024, c'est 2,8 milliards d'euros. Et le pourcentage de rénovation, toujours un petit peu difficile de tracer la frontière, je dirais, est-ce qu'on dit 25% à peu près? Sur la partie chiffre d'affaires B2C, bien entendu. Bonjour, Valérie Wallenstein du groupe Figaro. Moi, j'avais 3 petites questions. Alors, une question tout à fait profane. Mettre en eau une piscine de taille moyenne. Donc, on a vu qu'il y avait une évaporation de 7 mètres cubes annuels, mais j'installe ma piscine, je la mets en eau pour la première fois. J'avais cru noter 29 mètres cubes. Bon, c'est ça, j'avais bon. La couleur du liner, vous évoquiez une tendance pour les liners gris maintenant, mais est-ce que c'est véritablement un choix du consommateur ou parfois des dictates ou en tout cas des recommandations poussées? Parce que je sais que par exemple dans les petits villages de Provence, du sud de la France, le liner bleu pétard, vous n'y avez plus le droit, il faut qu'il soit gris ou vert. Donc il y a à la fois les obligations d'urbanisme et le choix du consommateur. C'était mon avant-dernière question. Merci. Oui, effectivement, il peut y avoir bien évidemment des choix d'urbanisme qui sont indiqués par Architectes de bâtiments de France ou selon les législations qui peuvent être spécifiées dans les plans locaux d'urbanisme. Mais dans une grande majorité des cas, c'est quand même l'utilisateur, le client, qui choisit son liner vers des couleurs qui sont plus autour du gris clair aujourd'hui. Et dernière question, alors j'ai appris qu'il y avait un DPE entre guillemets des piscines. Alors ce classement énergie, donc c'est au moment où je fais construire ma piscine. Et est-ce on peut aussi l'évaluer sur une piscine existante? Est-ce qu'il introduit dans les devis de rénovation, comme on peut voir parfois dans l'immobilier, pour dire vous rénovez votre piscine, en même temps vous passez de la lettre F à la lettre B par exemple? Comment est-ce qu'il est utilisé? Puis après je me tais. Alors sur le parc existant, tout dépend si les équipements sont quand même assez récents. Pour utiliser notre calculateur, on a besoin d'avoir évalué effectivement les performances des différents équipements avant de pouvoir évaluer l'ensemble de la piscine. À partir de là, il faut qu'on ait gardé quand même la notice technique des différents équipements. Sur une piscine qui est très ancienne, sur laquelle on n'a plus les performances des équipements, là, on va être clair, on ne pourra pas faire ce calcul. En revanche, l'idée, c'est qu'effectivement, sur les piscines plus récentes et sur les nouvelles piscines à installer, on soit capable, à ce moment-là, de sortir la note environnementale du bassin, bien évidemment. Mais sur une piscine qui a 20 ou 30 ans, si on n'a plus les notices techniques, on aura du mal à connaître les performances techniques. On a besoin d'avoir ces performances techniques pour faire ce calcul, bien évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Allez, j'en ai une autre. En termes de recrutement, comment ça se passe? Par exemple, chez les paysagistes, il manque de candidats. Est-ce que c'est le cas dans votre profession ou pas? Voilà. Comment ça se passe? Alors,
nous, à la Fédération, on a énormément travaillé pour donner envie aux jeunes de rejoindre notre secteur, parce que c'est quelque chose d'important, de dire c'est un vrai métier, c'est un métier qui a un futur, c'est un métier qui fait rêver, puisqu'au final, Philippe le disait tout à l'heure, le consommateur est très satisfait. On travaille autant à l'extérieur qu'à l'intérieur, mais c'est vrai qu'il y a certains centres qui sont remplis et d'autres centres où c'est plus compliqué également pour recruter, ouais, effectivement. Est-ce que les professionnels tendent à dire qu'il manque de candidats ou pas? Comment ça se passe? Alors, d'apprentis ou de recherche d'employés? Recherche d'employés. Alors, oui, on recherche des employés qualifiés. Ils sont en recherche parce que il y a eu quand même... on parlait de la construction qui a été un peu plus en retrait, mais il y a tout ce qui est rénovation et on a besoin là de personnes qualifiées pour traiter ces sujets, oui. Pour le coup, il me semble qu'on bénéficie un peu de la baisse d'activité du bâtiment. On peut constater dans nos organisations quand même une recrudescence de candidatures pour tout ce qui sont travaux manuels sur chantier, par exemple. Oui. Boris Ivanov et Brun Info, j'aurais deux questions. Merci. Une question d'ordre économique par rapport aux entreprises, aux fabricants. Donc vous avez dit qu'il y avait à peu près 1400 fabricants, enfin adhérents de chez vous. Ça représente l'ensemble de la profession? Alors au sein de notre fédération, on a 1400 B2C, donc qui vendent aux clients finaux, et à peu près 200 en plus qui sont des B2B. Notre fédération, si on prend l'ensemble des spécialistes de la piscine, on va être sur une étude sectorielle qui date un peu de 3 ans. On va avoir la nouvelle au milieu du mois de juin. Là, on a parmi les spécialistes de la piscine environ 2400 entreprises spécialisées. Donc au total, on a 1600 sur 2400 dans le domaine des spécialistes. Au-delà de ça, on a au total, comprenant ces 2400 spécialistes, on a à peu près 4500 entreprises au total qui sont sur le marché, mais dont certaines ne font que 2 ou 3 piscines, qui sont parfois des paysagistes, etc. Ces entreprises-là ne sont pas vraiment notre cible. Si elles souhaitent adhérer pour se professionnaliser, on ne va pas les refuser. En revanche, on n'ira pas naturellement les chercher. Et on aura des chiffres à jour, encore une fois, à peu près autour du 20 juin. L'étude sectorielle, la nouvelle étude sectorielle va être publiée et on va voir effectivement, on avait vu un peu les effets du Covid, on va voir les effets du post-Covid et on va voir comment notre marché a évolué à ce moment-là. Ce sera intéressant de suivre ces chiffres. Alors, oui, parce que si on parle en chiffre d'affaires, par exemple en B2B, c'est 90% du chiffre d'affaires du marché. Et de la même façon, parmi les B2C, on a quand même les entreprises, on a à peu près à moitié d'entreprises qui sont en réseau, la moitié qui sont des indépendants. Et là aussi, on va représenter à peu près 65% au moins du chiffre d'affaires du marché, voire 70% à peu près, si on parle en chiffre d'affaires. Alors, j'ai bien compris que vous n'auriez les chiffres actualisés que dans quelques temps, mais vous avez peut-être quand même une petite idée, parce que vous disiez tout à l'heure que le marché de la piscine, certes en France, se porte bien, mais il y a peut-être moins de construction qu'avant, parce que toutes les piscines qui ont pu être construites ont déjà été construites, si je résume, à peu près, ou pas. Mais du coup, est-ce qu'il y a des entreprises parmi ces 2400 qui, j'allais dire, sont un peu en difficulté, comment est-ce que ça évolue pour les entreprises de la piscine en France? Alors, c'est vrai que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas que la construction pure au sein de notre secteur. Il y a tout ce qui est entretien, tout ce qui est rénovation, tout ce qui est vente de matériel, de produits. Donc les entreprises ne font pas uniquement de la construction. Donc ça veut dire que si vous avez, comme aujourd'hui, ou un bel été, on va vendre d'autres articles que la construction pure et dure. Donc les entreprises n'ont pas qu'un seul axe de chiffre d'affaires, ont vraiment plusieurs axes pour pouvoir se maintenir et pouvoir vivre confortablement. Dernière question, après je laisse le micro à quelqu'un d'autre, c'est promis. À propos de l'environnement, j'ai bien noté que vous disiez qu'une piscine, c'est 7 mètres cubes d'eau par an en consommation.
il n'empêche que ça reste en moyenne, ça reste quand même 7 mètres cubes par an. On peut comparer à d'autres chiffres, mais ça reste 7 mètres cubes. Est-ce que, j'allais dire, il n'est pas aussi de votre rôle de dire à quelqu'un qui voudrait se faire construire une piscine alors qu'il habite à 200 mètres de la mer, bah non, c'est pas très raisonnable, par exemple? Non, pas nécessairement, parce que, comme l'a rappelé Monsieur Janviard, la piscine, ce sont les loisirs à domicile, c'est le rapprochement familial. Est-ce que finalement la population ne va pas aller plus polluer la mer ? Et là, on a un vrai problème environnemental avec la pollution marine, peut-être plus importante qu'utiliser 7 mètres cubes par an de l'eau. 7 mètres cubes par an, qu'est-ce que c'est ? 1 kilo de viande de bœuf. Donc il faut aussi... voilà. Je pense qu'il faut remettre les choses en perspective et que effectivement, c'est pas du tout aberrant d'avoir une piscine dans laquelle on va conserver 29 mètres cubes d'eau pendant des années, sur laquelle en moyenne on va utiliser 7 mètres cubes par an. Pour certaines piscines, on va même ne pas utiliser d'eau du tout, voire être obligé de vider en partie le bassin parce que l'eau de pluie l'aura trop rempli. Donc il faut regarder effectivement au cas par cas, mais dans tous les cas, ça n'est jamais une hérésie d'avoir une piscine familiale chez soi, pour tous les bienfaits qu'on va mettre en face de ces 7 mètres cubes d'eau qu'on vous a rappelé tout à l'heure, l'aisance aquatique, l'apprentissage précoce de la natation, les bénéfices bien-être, santé, c'est très important, et aussi la famille qui va rester chez soi. Si on regarde l'ensemble des paramètres environnementaux, à partir du moment où on va être sur un loisir à domicile, on ne va pas avoir un impact en matière de CO2 qui sera très négatif, puisqu'on est à 150 kg de CO2 par an sur l'exploitation d'une piscine. C'est un aller-retour Paris-Marseille en voiture, une seule fois. Donc on n'est pas du tout sur une aberration environnementale en se faisant construire une piscine privée familiale. Bien au contraire. D'autres questions ? Oui. Oui, Marie Delumeau pour les Échos. J'avais 2 questions. La première, c'était sur le nombre d'emplois directs que représente le secteur. Et la deuxième, c'est, on a parlé finalement des évolutions de la piscine là, au fil des 60 ans. Mais je me demandais, la piscine de demain, comment vous l'imaginez ? Est-ce que c'est une piscine plus petite, plus équipée ? Enfin voilà, c'est un peu quoi les perspectives pour la piscine de demain ? Alors sur la piscine de demain, on voit qu'avec la réduction des terrains, avec justement les constructions plus urbaines, la piscine de demain, c'est effectivement une piscine qui est plus éco-responsable, avec un volume d'eau plus petit, avec des équipements de confort pour pouvoir utiliser sa piscine, surtout autour du jeu et du bonheur en famille. Ça, c'est ce que l'on constate, puisque depuis plusieurs années, on voit les modèles de piscine qui diminuent. Ensuite, sur la dernière étude structurelle, c'était 60 000 emplois directs et indirects autour du marché de la piscine. C'est la moitié à peu près. Peut-être je peux compléter un tout petit peu sur la piscine de demain. Aujourd'hui, on voit que la domotique aussi entre un peu dans toutes les maisons. Il permet également de bien maîtriser ses consommations électriques, énergétiques, etc. et en gaz, etc. La piscine aussi. La piscine de demain, sans doute, sera de plus en plus automatisée, sera de plus en plus surveillée par la domotique de la piscine, par l'automatisation, ce qui permettra de faire encore plus d'économies d'eau, d'énergie, etc. Donc la piscine de demain sera plus petite, plus confortable, comme le disait Gilles, sans oublier évidemment que ces piscines devront être couvertes, soit d'un abri, soit d'une couverture. C'est aujourd'hui, si on veut faire des économies d'eau, c'est une hérésie que de ne pas avoir de couverture ou d'abri. Donc ça, c'est extrêmement important. L'ensemble du parc devra être équipé. On y est quasiment sur les couvertures, on n'y est pas encore sur les abris, l'un ou l'autre. Mais en tout état de cause, nager, couvrir, économiser, c'était le slogan de notre campagne TV de l'année dernière. Oui, non, c'est moi, j'ai mon micro. Vous avez évoqué rapidement les ventes de matériel en dehors de la piscine. Qu'est-ce qui est le plus vendu, en gros, à part un robot et un chauffage? J'ai un peu du mal à me rendre compte. Et au niveau des revêtements hors liner, quelles vont être un petit peu les tendances sur les marches, par exemple? Est-ce qu'on est sur de la mosaïque voilà. Alors, effectivement, les produits qui restent très vendus, ce sont en priorité les robots automatiques de piscine, de nettoyage. Après, c'est tout ce que me disait Joël, c'est tout ce qui est système de couverture.
parce que ça peut être un abri ou ça peut être aussi une couverture qui sert pour la sécurité, mais également pour les économies d'eau. Après, on a tout ce qui est système de désinfection, qui peut être des régulations, chlore, pH ou sel. Donc, ce sont tous des équipements pour améliorer le confort et l'entretien du bassin. Et la seconde question, je ne me rappelle plus. Alors, les revêtements, effectivement, ce sont des revêtements il y a de nouvelles tendances de revêtements qui sont très marquées avec du relief, avec des carreaux, des imitations carreaux, et qui vont de plus en plus vers la couleur un peu plus sombre, qui peuvent être du gris ou du beige. Non, eh bien on va pouvoir passer au déjeuner. Je vous remercie pour votre présence, pour votre écoute, et merci à M. Jean Viard et aux anciens présidents d'être intervenus. Merci beaucoup.